Vous pensez décider avec la tête. Au moment décisif, quelque chose décide avant vous. Ce n'est pas l'argument, c'est l'impulsion, un courant ancien, plus vieux que votre morale, qui traverse la pièce, vous traverse et parle à votre place. Voilà la thèse. Tant que nous restons naïfs devant ce moteur souterrain, nous appelons amour, ce qui n'est qu'un déguisement du désir, nous jurons fidélité à des fictions et nous laissons l'ombre écrire le scénario. Cette série n'est pas une guerre contre héros, c'est une reprise de pouvoir par lucidité. Nous allons cartographier l'impulsion qui dépasse la conscience, démasquer le roman des âmes sœurs éclairs, comprendre pourquoi la répression fabrique la double vie, voir comment nous tombons amoureux de notre miroir, projection, et reconnaître les fantômes d'anima divisés par animus qui gonflent le moi jusqu'à la perte. Puis, protocole concret, shadow work, langage précis, pacte et limite. Objectif, que le désir redevienne énergie disponible, non propriétaire. Si vous êtes prêt à préférer la vérité aux majuscules, on commence. Le désir n'attend pas que vous soyez prêt. Il ne demande ni permission, ni consensus. Il passe. C'est une énergie archaïque, installée bien avant votre morale, vos méthodes de productivité et vos résolutions du lundi matin. Dire « je sais » pèse peu quand ça veut, c'est déjà mis en marche. La conscience fonctionne comme une interface tardive, polie, professionnelle. L'inconscient, lui, gère l'urgence du vivant, conserve les routines qui ont fait survivre l'espèce, priorise la proximité, la puissance, la continuité. Dans cette hiérarchie, la raison est un porte-parole, l'impulsion, un ministère de l'intérieur. Au moment critique, ce n'est pas le porte-parole qui tranche. On le sent dans le corps avant de le penser. Micro-accélération du rythme, vision qui se tunnelise, langue plus rapide ou soudain empêchée, mémoire sélective qui oublie les contre-arguments. La scène se resserre, comme si la pièce perdait des murs. Le système nerveux pousse à la simplification, et la simplification adore les récits court-circuits. C'est évident, c'est maintenant. Voilà pourquoi les serments rationnels cèdent. Ils sont des idées face à un flux. On n'arrête pas un courant en lui faisant la morale, on l'oriente, on l'étale, on le ralentit, on lui construit des berges. Ce décalage n'est pas une malédiction, c'est une architecture. La conscience explicite, commente, justifie. L'inconscient pilote, agrège les signaux faibles, compare aux modèles anciens, déclenche des séquences éprouvées. Lorsque l'alarme, opportunité, menace sonne, la machine profonde avance ses priorités et la raison arrive derrière pour rédiger le communiqué. Le problème n'est pas que la raison perd, c'est qu'elle ment ensuite par zèle, transformant l'élan en destin ou en morale pour rester digne. C'est ainsi que naît le roman. Au lieu de reconnaître « ça a poussé en moi », on proclame « c'est l'amour » ou « c'est juste ». Reconnaître la supériorité tactique de l'impulsion ne revient pas à se soumettre. C'est accepter la chronologie réelle. On met la conscience là où elle est forte, dans le cadrage, la mise en forme, l'échelonnage, la décision à froid. On cesse d'attaquer le désir frontalement pour éviter qu'il ne se radicalise. Cette lucidité prépare la suite. Comprendre comment l'impulsion, pour se rendre acceptable, se grime en amour, avec une vitesse déconcertante, et pourquoi nous signons des pactes dangereux en croyant faire des vœux éternels. À partir de là seulement, on peut démasquer le grand déguisement sans s'effondrer avec lui. Le désir sait qu'il choque la conscience. Pour passer, il se grime. En quelques heures, parfois en quelques minutes, il fabrique un roman plausible où chaque élan prend l'allure d'un signe et chaque coïncidence d'un destin. On ne dit plus « j'ai envie », on dit « c'est écrit ». La narration se met en marche avec une précision d'horloger. Des détails anodins se transforment en prophéties privées, une phrase banale se mue en révélation, un silence devient connivence mystique. L'impulsion, pour se faire accepter, convoque les accessoires du sacré moderne. La évidence, instantanée, la reconnexion, miraculeuse, la âme sœur, express. Le cerveau conscient, pris de vitesse, suit derrière et rationalise. Il rectifie le passé pour qu'il mène fatalement à ce présent, gomme les incompatibilités, rebaptise courage, ce qui n'est que cession au flux. Le vernis moral colle vite, parce qu'il soulage.
Si c'était écrit, je ne décide pas. Je obéis donc, je ne risque rien, puisque je suis l'instrument de quelque chose de plus grand. Certains signes trahissent le déguisement. La vitesse d'abord, avant même d'avoir observé des faits répétés, on parle déjà en absolu. On redessine des projets de vie. On signe en pensée des pactes coûteux, puis l'exaltation. Le monde entier devient chorus favorable. La musique, la météo, les hasards soutiennent la thèse. Toute nuance paraît profanation. Arrive le déni du coup. On minore les conséquences logistiques et morales. On renomme détail ce qui structurera des années. On traite les alertes d'autrui comme jalousie ou frilosité. Enfin s'installe la logique sacrificielle. Plus la mise est haute, plus la conviction se renforce. On offre des gages temps, argent, réputation comme pour payer un droit d'entrée au royaume de l'exception. La relation n'est plus une rencontre, c'est un hôtel. Le mécanisme psychique est simple. L'impulsion réclame un passage. La conscience lui fournit un mythe. Tant que le mythe tient, on flotte. Le jour où la réalité le contredit, on chute et l'on accuse l'autre d'avoir menti, alors que c'est notre récit qui avait travesti. Sortir de la naïveté romantique ne signifie pas dessécher l'élan, c'est le remettre à sa place. On peut aimer sans majuscule et désirer sans prêcher, dire « j'éprouve », vérifier ce qui est, regarder ce que ça coûte, puis décider à froid. Cette sobriété ne tue pas la poésie, elle lui évite de devenir une dette. C'est ici que le prochain piège se prépare. Croyant purifier le désir en le serrant plus fort, on bascule dans la répression. On tente de fermer la vanne par décret et l'on découvre le retour du refoulé. Rêve qui insiste, obsession qui s'installe, conduite qui dérape. Pour ne pas retomber d'un roman dans une double vie, il faut comprendre pourquoi plus on serre, plus ça casse, et comment donner au flux des berges au lieu de l'emmurer. Serrer trop fort, le désir ne s'éteint pas, il se déforme. À peine athées ont juré la purge, plus jamais. Je me tiens que la psyché installe des chemins de traverse. C'est la logique du refoulé. Ce qu'on chasse par la porte revient par la trappe, travesti, souvent plus bruyant. La nuit, les rêves réécrivent la scène. Le jour, l'esprit se peuple d'images intrusives, de scénarios en boucle, de micro-rituels qui prétendent contrôler l'envie et la renforcent. À force d'interdits, on fabrique de la rareté artificielle. La rareté augmente la valeur subjective. La valeur justifie la transgression. On croit fermer un robinet, on met la chaudière en pression. La répression absolue a un double coup. D'abord, un coup psychique, tension de fond, irritabilité, moraline, culpabilité quasi permanente. L'énergie dépensée à ne pas fait défaut à tout le reste. La volonté se consume dans la surveillance d'elle-même. Ensuite, un coup éthique. La norme proclamée ne correspond plus à la conduite réelle, on entre en double vie. À l'extérieur, rigueur et sentence. À l'intérieur, fuite latérale, compensation compulsive, rechute secrète. Le conflit ne se résout pas, il se dissocie. Or, ce décalage nourrit l'ombre. Plus l'image officielle monte, plus le sous-sol s'épaissit. On devient moins libre, non plus. Le corps, lui, ne parle pas la langue des décrets. Il demande des berges, pas un mur. Interdire l'affect ne supprime ni les déclencheurs, ni la mémoire associative. L'architecture sensorielle reste en place et se met à chercher, sous pression, la première issue venue. C'est ainsi que naissent les acting out, ces passages à l'acte qu'on explique après coup par un « je ne sais pas ce qui m'a pris ». En vérité, on sait très bien, c'est le cumul des « ne pas sentir », « ne pas nommer », « ne pas penser » qui a fait sauter la soupape. Renoncer à la répression ne signifie pas bénir la fuite en avant. Il s'agit d'accepter la chronologie et la physiologie. L'énergie vient d'abord. La mise en forme peut venir ensuite. Nommer l'élan, mesurer le contexte, différer à froid l'engagement coûteux, offrir au flux des canaux où il ne blesse ni vous ni autrui, voilà le début d'une écologie du désir. On sort alors du duel stérile, permissif contre puritain, pour entrer dans une politique de canalisation. Cette bascule ouvre la porte du chapitre suivant. Car, lorsque la vanne cesse d'exploser, on peut enfin regarder ce que l'on poursuivait vraiment, non pas l'autre tel qu'il est, mais la part de nous que nous avions exilée. La répression fabrique la double vie.
La projection fabrique le double idéal. C'est là que l'ombre entre en scène. Quand la vanne ne saute plus, le décor s'éclaire. Nous ne courons pas vers l'autre, nous courons vers ce que l'autre porte pour nous. La projection est une ingénierie discrète. Elle sélectionne chez autrui un trait liberté, chaos, douceur, tranchant, stabilité, puis y accroche la part de nous que nous avons exilée. L'enchantement naît de cette soudure. On appelle magnétisme ce qui est, très souvent, rappel à domicile. Notre puissance écartée, notre tendresse bâillonnée, notre goût du risque que la prudence a mis au congélateur. Rien d'occulte, c'est une économie psychique. Ce que le moi officiel refuse d'abriter cherche un bail dehors. La rencontre idéale arrive comme une colocation miraculeuse. On reconnaît la projection à sa disproportion. L'intensité dépasse l'information disponible. 3 gestes suffisent à bâtir une légende. Tout ce qui contredit l'idylle est reclassé en détail. La perception devient filtrée. On isole les preuves à charge et on jette l'acquittement. On confond promesse et preuve, style et substance. On s'entend dire « avec toi je suis moi » avant d'avoir vérifié qui chacun est quand il pleut, quand ça coûte, quand personne ne regarde. La projection travaille aussi à l'envers. Cette personne nous irrite de façon démesurée sa désinvolture, sa lenteur, sa froideur, parce qu'elle exhibe un fragment que nous ne savons pas vivre. Le repos, le retrait. L'ombre n'aime pas les miroirs. La sortie n'exige ni cynisme ni confession publique. Elle réclame une cartographie. On dresse 2 colonnes. D'un côté, ce qui fascine ou exaspère chez l'autre. De l'autre, où vit ce trait chez moi, à quel endroit il est resté enfant, interdit, caricatural. On nomme sans poésie, j'envie sa liberté, devient, je retire la mienne du marché dès qu'il y a un risque. Sa tendresse me bouleverse, devient, j'ai externalisé l'expression émotionnelle. Puis on pratique, à petite dose, ce que l'on vénérait dehors. Un créneau d'improvisation pour l'hyper-contrôlé, un acte de fermeté pour l'âme trop conciliante, un choix assumé pour l'éternel hésitant. À mesure que ces micro-pratiques prennent, la tension magique baisse. L'autre cesse d'être autel, redevient personne. Reste le cœur du théâtre. Les formes codées que prend la projection quand elle s'appuie sur nos archétypes du féminin et du masculin. Chez l'homme, l'image du féminin intérieur, sensibilité, intuition, accueil se colle volontiers à une muse. Chez la femme, l'image du masculin intérieur cap, logo, tranchant s'agrège à un mentor ou un roc. Jung les a nommés anima et animus. Ce ne sont pas des faits, ce sont des fonctions que nous n'avons pas encore intégrées. Tant qu'elles restent hors de nous, elles transforment la rencontre en culte. Le chapitre suivant montre comment les reconnaître, les ramener à la maison et sauver le lien de la chute qui suit toujours la fin du sortilège. Dans la grammaire jungienne, nos amours les plus fulgurantes tiennent souvent à 2 images que nous portons sans le savoir, l'anima et l'animus. L'anima, chez l'homme, est la figure du féminin intérieur, sensibilité, intuition, capacité d'accueil que son moi n'a pas encore intégrée. L'animus, chez la femme, est la figure du masculin intérieur, direction, logos, capacité de trancher qui n'a pas encore trouvé sa place. Tant que ces fonctions demeurent inconscientes, elles cherchent un support dehors. On ne rencontre pas une personne, on accroche son image à un visage. D'où la reconnaissance immédiate, l'évidence d'un destin, l'élan sacrificiel. Ce n'est pas l'autre qui nous sauve, c'est une part de nous qui réclame d'exister. La mécanique est fine. L'homme projetant son anima voit une muse, douceur qui comprend tout, profondeur qui apaise sa dureté, mystère qui répare ses angles. La femme projetant son animus voit un roc, clarté qui la délivre de l'indécision, axe qui ordonne le chaos, autorité qui promet la paix. Rien de maléfique là-dedans. C'est une tentative de complétude par délégation. Mais vient toujours le moment où la projection chute. La muse se révèle humaine, avec ses limites. Le roc se montre faillible, avec ses doutes. Le couple vacille, parce que l'autel perd sa statue. Ce n'est pas l'amour qui meurt, c'est la magie utilitaire. Et si l'on s'accroche au sortilège, on glisse vers la plainte. Tu as changé, alors que c'est l'image qui s'est décollée. La sortie consiste à décranter sans casser. On commence par nommer le trait idolâtré,
comme une fonction à rapatrier. Si je réclame de la tendresse infinie, c'est que ma propre sensibilité a été exilée. Si j'exige des décisions nettes, c'est que mon discernement s'est habitué à demander permission. On pratique en dose modeste, un geste d'expression émotionnelle qui ne quémande pas validation. Une décision claire, datée, communiquée sans dramaturgie. En parallèle, on observe la réciprocité. L'autre tient-il ce trait quand cela ne l'arrange pas? Moi, puis-je l'offrir sans transformer l'autre en fournisseur? À mesure que l'anima divisé par animus s'intègre, la relation devient rencontre plutôt que cure. Moins de liturgie, plus d'accords concrets, moins d'oracles, plus d'horaires. L'élan ne s'éteint pas, il trouve une charpente. C'est ici que le moi tente souvent un dernier tour. Gonflé par l'intensité, il se déclare missionné, réécrit le passé en prophétie et s'autorise des sacrifices, parce que c'était écrit. Pour ne pas échanger un sortilège contre un autre, il faut maintenant voir comment le désir redessine l'identité et comment le ramener à sa juste taille. Quand le désir prend le micro, le moi enfle et se déclare investi d'une mission. L'euphorie n'est pas un simple contentement, c'est une augmentation de soi. On marche plus vite, on dort moins, on parle le langage des signes et des évidences. Une chanson devient présage, un message tardif devient oracle, une coïncidence cartographie un destin. Le récit intérieur se réécrit à toute vitesse. C'était écrit remplace j'ai choisi. La ferveur offre un sauf-conduit moral et l'on s'autorise des gestes qui, la veille encore, auraient paru impensables. L'identité se réorganise autour de la pointe affective comme un camp autour d'un feu. Tout ce qui réchauffe l'élan est célébré. Tout ce qui ne l'alimente pas est relégué à la périphérie. Le coup se cache dans cette réorganisation silencieuse. D'abord, la carrière change d'orbite. On intercale des retards excusables, on déplace des jalons pour épouser la courbe de l'intensité, on préfère des gains narratifs à des progrès structurels. Ensuite, la famille devient variable d'ajustement. On rebaptise compréhension des concessions unilatérales. On demande aux proches de jouer figurant dans un film qu'ils n'ont pas signé. On interprète la prudence aimante comme résistance à l'exception. Enfin, l'intégrité encaisse. Petites omissions, angles morts intentionnels, promesses flottantes qui empruntent l'autorité du futur. Le moi sous stéroïde ne trompe pas par malice. Il rationalise pour continuer à se croire unifié. L'histoire intime comme l'histoire publique regorge de trajectoires flamboyantes brisées par ce gonflement. Œuvres avortées pour une parenthèse extatique, décisions irréversibles prises sous l'ivresse du « maintenant ou jamais », réputation offerte en libation à la liturgie de l'exception. Le schéma se répète. L'intensité promet un palier supérieur d'existence, exige un gage pour prouver qu'on est digne, puis réclame d'autres gages pour tenir la cohérence du roman. Chaque sacrifice renforce la croyance. Chaque perte devient la preuve que c'était vraiment sérieux. Plus on paie, plus on s'endurcit dans l'histoire qui justifie d'avoir payé. La sortie ne passe ni par le mépris de l'élan, ni par l'auto-flagellation. Elle demande un dégrandissement volontaire. Ramener l'énoncé au bon calibre, du majestueux au mesurable. On reformule. Je suis en euphorie, donc mes jugements sont biaisés. Je sens une mission, donc je diffère toute décision coûteuse jusqu'au retour du froid. On réinstalle des balises qu'aucune intensité ne peut franchir, aucun engagement irrévocable à chaud, aucune reconfiguration de vie sans preuve répétée, aucune dette contractée au nom d'un futur imaginaire. Si l'élan survit à ces frictions, il mérite qu'on l'inscrive dans la charpente. S'il s'éteint, on a protégé ce qui comptait. Alors le moi retrouve sa taille humaine, l'amour redevient relation et non sacerdoce, et l'énergie affective cesse de réécrire notre identité pour, enfin, nourrir ce que nous avons choisi d'être. Le protocole est simple, mais il exige une honnêteté que l'ego esquive d'ordinaire. On commence par remettre la lampe au bon endroit. L'ombre n'est pas l'ennemi, c'est la pièce non éclairée. Travailler l'ombre, chez Jung, c'est nommer ce qui traverse, différencier l'envie de l'amour, puis réintégrer les morceaux déposés sur autrui. Chaque soir, un journal brut, sans littérature ni tribunal, ce que je ressens, ce que je raconte pour me l'autoriser, ce que cela me coûterait vraiment, ce que je projette chez l'autre parce que je n'ose pas le pratiquer chez moi.
Écrire refroidit. À mesure que les phrases perdent leur majuscule, la pulsion perd son droit divin. Ensuite, on se donne une ligne rouge non négociable, visible d'avance, qui protège la charpente quand l'intensité voudra signer à notre place. Aucun engagement irrévocable à chaud, aucune reconfiguration de vie sans preuve répétée, aucun partage de secrets ou de ressources sans réciprocité éprouvée. Chaque montée appelle un rituel d'atterrissage bref et incarné, toujours le même. Marche énergique, respiration comptée, retour à une tâche non romantique. Le corps redevient gouvernail, l'histoire décroît de 2 tailles. Puis vient la réintégration concrète. Ce que j'idolâtre dehors, je l'entraîne dedans à petite dose. Un créneau d'expression sensible si j'ai externalisé l'émotion. Une décision nette si j'ai délégué le tranchant. Un geste d'audace mesuré si j'ai exilé le risque. À chaque micro-pratique, la projection perd du carburant. L'autre cesse de porter mon temple, il redevient personne fréquentable. En parallèle, j'épure le langage. Je dis désir quand il s'agit de désir, estime quand il s'agit d'estime, engagement quand je suis prêt à payer le coût. Plus le lexique est précis, moins la fiction gouverne. Le protocole n'éteint pas l'élan. Il le remet à sa place parmi les autres forces de la vie, disponibles et non souverains. On saura que le travail prend quand les indicateurs virent. Moins de vitesse et plus de vérification, moins de grands récits et plus de décisions à froid, moins de double vie et plus de limites respectées sans scène. Si l'intensité survit au délai et au fact-checking, elle mérite la charpente. Si elle s'évapore, on a sauvé ce qui compte. Cette hygiène prépare la prochaine étape, plus extérieure. Installer une réalité praticable des pactes, un langage opératoire, des limites claires pour que l'amour ne soit plus une liturgie, mais un terrain où l'on peut vivre. L'hygiène de réalité commence par le vocabulaire, parce que c'est par les mots que l'on fabrique la fiction qui nous possède. Dire « je te désire » n'est pas dire « je t'aime ». Dire « je suis touché » n'est pas dire « je m'engage ». Dire « je te promets » n'est pas dire « je vais essayer ». Cette précision n'est pas un refroidissement sentimental, c'est un garde-fou. Elle retire au désir le droit d'usurper l'espace de l'engagement et nous rend la main sur ce que nous sommes prêts à payer. Ensuite, il faut des pactes visibles, d'abord avec soi, puis avec l'autre. Un pacte de temps où toute décision coûteuse passe par un délai à froid explicite, un pacte de clarté où les engagements se formulent à l'écrit avec critères de réussite, modalités de révision et conditions de sortie, un pacte d'oxygène où l'on reconnaît que 2 sujets ont besoin d'espaces séparés pour que l'imaginaire se dégonfle et que la relation respire. Ce n'est pas de la bureaucratie affective, c'est de l'écologie. On contrôle la pression pour éviter les crues. Dans ce cadre, la parole redevient une mesure et non une monnaie d'influence. On cesse de troquer des promesses contre de l'ivresse. On confronte le récit aux faits. Disponibilité réelle, gestes répétés, fiabilité quand cela n'arrange personne. Si la narration et la conduite divergent, on ajuste la narration au lieu de forcer le réel. Le consentement informé ne vaut pas qu'au lit, il vaut partout. Pour les calendriers, l'argent, la réputation, les secrets, rien d'important sans compréhension des conséquences, sans accord librement donné, sans droit de revenir en arrière si les conditions changent. Ce réalisme n'est pas du cynisme. Il protège l'innocence possible en empêchant la dette sacrée. Sortir des cycles suppose une discipline tranquille. Ce que l'on refuse de nourrir s'éteint. On arrête d'alimenter le feuilleton, on retire l'oxygène aux escalades, on remplace les scènes par des fenêtres de réponse qui cassent le ping-pong émotionnel. On n'humilie pas l'élan, on lui refuse simplement les privilèges du sacré. À force de tenir les limites annoncées, l'entourage apprend notre nouveau climat. On peut tout dire, mais pas à n'importe quel prix, ni à n'importe quelle vitesse. Alors les amours cessent d'être des liturgies, redevenant des terrains praticables où l'on peut vivre et choisir. On saura que l'hygiène prend lorsque les non n'appellent plus d'apocalypse, que les décisions chaudes attendent d'être relues à froid, que la relation gagne en densité sans réclamer de majuscules. Le langage clair, les pactes et les limites ne tuent pas le mystère. Ils l'empêchent de devenir propriétaire. Et c'est cette place libérée que la conclusion remet en jeu. Le pouvoir n'est pas de dominer héros,
mais de cesser de se mentir pour que le désir redevienne une force disponible au service de la vie que l'on a réellement choisie. Le pouvoir n'a jamais été de dompter héros comme on dresse un animal, mais de cesser de se mentir pour que le désir perde son statut de souverain et redevienne une énergie disponible. Dès que le roman tombe, la scène se simplifie. 2 sujets, un langage net, des limites visibles et la possibilité de choisir sans se crucifier sur un destin inventé. On ne renonce ni au feu ni à la poésie, on leur retire seulement l'auréole sacerdotale qui exige des sacrifices. La vie y gagne en densité, moins d'emballement, plus de preuves, moins d'ivresse, plus d'accords tenables, moins de double vie, plus de liberté habitée. Alors commencez maintenant, sans fanfare. Ce soir, dites vrai à voix basse, d'abord pour vous, ce que vous éprouvez, ce que ça coûte, ce que vous êtes prêt à vraiment assumer. Demain, parlez clair à l'autre. Désir quand c'est du désir, engagement quand vous avez la charpente, silence quand l'histoire demanderait une dette. Pendant 30 jours, tenez bon la cadence froide. Un délai avant chaque décision chère, un retour au corps quand l'élan bouscule, un mot précis à la place d'un mythe. Revenez ensuite relire votre trajectoire. Ce qui a survécu au temps méritera d'entrer dans votre vie. Le reste s'éteindra faute d'oxygène. Si ces lignes résonnent, écrivez-le quelque part où vous ne pouvez pas tricher. Aujourd'hui, je choisis la vérité opératoire. Le désir ne vous possédera plus. Il portera ce que vous aurez choisi de bâtir.